Du Puy-Marie au col de Pradebout, dimanche 16 juin. Il est tout pimpant au réveil, le village de Dienne. La journée va être tout simplement magnifique. C'est la première journée vraiment ensoleillée depuis celle du Puy de Sancy. Sûr que les brumes matinales vont s'effilocher sans attendre et que le Puy-Marie ne pourra plus se cacher bien longtemps derrière ces nuages. Dernier regard vers le col des Lacs et le chalet du Puy-Marie, coup d'œil sur la vallée de l'Impradine vers le bas et vers le haut sur la brèche de Roland avec deux ailes, pas celle du cirque de Gavarnie autrement plus saisissante. Dans quelques instants, nous passerons dessous, longeant la falaise qui barre la vallée de l'Impradine, coincée entre le Puy-Marie à l'ouest et le puits de Père-Ars à l'est. Coup d'œil aussi sur le Buron des Lacs et sur la vallée de Chélade que j'ai remontée hier sous la pluie. La variante du GR4 s'élève doucement à flanc d'une pente raide. La vue est sublime, l'atmosphère printanière. Le sentier rejoint le pied de la falaise, passe sous la brèche de Roland, le porte-à-hou, c'est-à-dire le portail en auvergnat, puis rejoint tout doucement la longue crête herbeuse nommée Four de Père-Ars. Peira Arsa en auvergnat signifie pierre brûlée, évoquant le chaos pierreux du sommet. Et voici Daniel qui débouche sur la crête, avec derrière lui le Puy-Marie parfaitement dégagé. Et de l'autre côté, quelle beauté! Au-delà de la vallée de la Jordane, c'est le puits Grioux qui s'élève magistralement. Nous prenons le temps d'observer les gentianes et mes coléoptères préférés, les géotrupes du fumier. J'observe que celui-ci n'a pas forcément la vie simple. Sur cette crête, les marcheurs sont nombreux et ils érodent les sols. Ces tapis de coco vont aider la végétation à repousser, puis disparaîtront au fil du temps. Mais quelle splendeur ce paysage! Le sentier aérien me remplit d'allégresse. Il file à travers l'or des genêts, domine les croupes vert tendre, vibrantes de lumière, lance le regard vers les sombres flancs boisés du puy de l'Usclade ou le sommet dénudé du puy Grioux, presque violet dans l'air matinal. Au loin, le regard se perd sur les crêtes bleues du majestueux plomb du Cantal. Ce paysage est à couper le souffle. Je chemine toujours, bien sûr, dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne et plus précisément sur le massif cantalien. Après les volcans de la Limagne, après la chaîne des puits et ses 80 volcans, dont le puy de Dôme, après les monts d'Or et son puy de Sancy, après les volcans érodés du plateau du Césalier, je fouille donc l'immense Cantal avec sa quarantaine de puits comme le Grioux, Père-Ars, le Puy-Marie ou bien sûr le plomb du Cantal. Cet ensemble de volcans forme le stratovolcan du Cantal, le plus grand d'Europe, 60 km de diamètre, 2 fois la superficie de l'Etna tout de même, et le plus ancien après la Limagne, 14 millions d'années. Petit rappel, un stratovolcan est constitué de l'accumulation de coulées de lave plus ou moins pâteuses qui s'écoulent difficilement. Le Cantal était un géant à sa formation, mais il a été démantelé par des effondrements massifs et l'érosion des rivières et des glaciers. Sur cette carte incroyable, on voit qu'une vingtaine de vallées s'étirent comme des rayons, découpant des parts de gâteau, ces plateaux basaltiques que l'on nomme planaises. Pour mémoire, j'ai parcouru un autre stratovolcan, le puy de Sancy dans les monts d'Or, il y a quelques jours à peine. Les fleurs explosent en cette fin de printemps, comme les genêts et la gentiane printanière. Mais les monts du Cantal en abritent bien d'autres, comme la lunetière d'Auvergne, qui est une variété propre au Cantal et au Mézinc, la Barcie des Alpes ou l'anémone soufrée. Je domine maintenant la vallée de la Santoire,
aux courbes douces, si bien dessinées, avant d'arriver au col de Cabre, d'où je vois le puits Batailleuse et le téton de Vénus, et où je prends le temps de bavarder avec mes compagnes les salaires. Je viens d'apprendre qu'on ne prononce pas le S final. Le GR4 passe maintenant au col de Rombières, puis arrive au sommet des télésièges de la station du Lioran, dont je devine les premiers immeubles en contrebas. Il me reste à dévaler la pente à travers le bois de Combes-Nègres jusqu'au col de Fond-de-Serre. Suivant un instant la route, je vise maintenant la station de Super-Lioran par un raccourci dans la forêt. J'y retrouve Daniel qui, après sa montée sur la crête du Puy-Marie, a dû faire un long détour par Murat pour me rejoindre. Quelle abnégation dont je suis reconnaissante. Nous pique-niquons ici, puis prenons le temps d'un café et d'une crêpe, au pied des immeubles, au soleil, face au téléphérique du plomb du Cantal. Alors que Daniel s'offre une deuxième crêpe, je repars sur une piste raide à l'assaut du plomb du Cantal, clou de cette journée. Je vise tout de suite la longue montée qui m'attend, d'abord en sous-bois, puis sur les pentes envahies de genêts et de landes à myrtilles. Il faut imaginer l'énorme masse de ce stratovolcan, haut de 3500 à 4000 mètres à sa formation, occupant presque tout l'actuel département du Cantal. Le plomb du Cantal est une znief de type 1, zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique, qui possède un patrimoine exceptionnel. Je lis que l'altitude permet l'apparition de milieux tels que landes à myrtilles des marais, landes alpines et boréales, pelouses acidiphiles à nard, une plante herbacée, végétation de rochers et de falaises, végétation de sources subalpines. Nous sommes à près de 1900 mètres d'altitude. Au total, 8 milieux sont déterminants. La flore est exceptionnellement riche, mais 20 espèces sont menacées, dont 15 protégées. Certaines sont très rares, comme l'anémone printanière, et un hybride de benoîte des ruisseaux et de benoîte des montagnes qu'on ne trouve que sur ce sommet. Bien sûr, les monts et le plomb du Cantal forment aussi une zone importante d'intérêt faunistique faisant partie du réseau Natura 2000. Beaucoup d'oiseaux, dont de nombreux rapaces, font une étape ici sur leur route migratoire. Cerfs, biches, chevreuils, chamois, mouflons, marmottes vivent dans les bois, sur les sommets, dans les vallées. Après un passage dans les rochers, j'atteins les pelouses sémitales où la végétation se fait rare. En me retournant, je peux mesurer le chemin parcouru aujourd'hui depuis le Puy-Marie, visible au centre de la photo. Et j'arrive enfin au sommet, 1855 mètres d'altitude. C'est le deuxième plus haut sommet d'Auvergne et du Massif central, bien sûr, après le Puy de Sancy, 1886 mètres. D'ici, je peux appréhender aussi la suite, nettement moins montagneuse, de mon parcours. Saint-Flour à l'est, les monts de la Margeride, puis plus au sud, l'Aubrac. Mais ces massifs sont dans la brume. J'amorce maintenant la descente vers le col de Prat-de-Bouc, à travers les pentes de la station de ski de Prat-de-Bouc, reliée à celle du Lioran. Loupant au sommet le départ du GR qui dévale directement dans la pente, je suis le cheminement très pénible de la piste empierrée qui passe à travers les prés-martis. Je finis par prendre un raccourci non moins laborieux. Je marche prudemment pour éviter de me tordre les pieds sur les mottes de terre herbeuse. Et me voici bientôt au col de Prat-de-Bouc, ski de piste et de fond l'hiver et terre d'estive l'été avec ses enclos et ses burons. Avec ce grand air respiré à plein poumon, ce vent de liberté ressenti sur ces vastes espaces, un sentiment d'allégresse, de jubilation, de joie profonde m'envahit et c'est pleine de rire intérieur que je rejoins ici Daniel pour terminer une section nord-sud de 9 jours à travers les magnifiques volcans d'Auvergne.